Comment on fait pour s'attaquer aux problèmes vraiment inextricables de notre époque? Je pense à la circulation dans une grande ville, à la gestion d'une chaîne logistique mondiale, ou même à la lutte contre la pollution. L'approche classique, c'est de mettre chaque spécialiste dans son coin. L'ingénieur trafic sur ses feux rouges, l'économiste sur ses coûts. Mais ça marche jamais vraiment. On sent bien que ces problèmes sont plus que la simple somme de leurs parties. Ce sont des systèmes. Et c'est exactement ce changement de regard qui est au cœur des textes qu'on explore aujourd'hui. On est plongé dans des extraits de l'œuvre qui a tout lancé, la théorie générale des systèmes de Ludwig von Bertalanffy, publiée en 1968. À l'origine, c'est un biologiste et il était de plus en plus frustré par les limites de la science de son temps, ce qu'on appelle le réductionnisme. Du coup, il a proposé une manière complètement nouvelle de voir le monde. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu décortiquer cette idée. Elle peut sembler simple en surface, mais en fait, elle a tout changé. On va voir comment le simple fait de penser en système nous force à tout réévaluer. La science, bien sûr, mais aussi notre vision du vivant, de la société et même de la psychologie humaine. C'est une invitation à chercher les connexions, là où on avait l'habitude de ne voir que des pièces détachées, quoi. D'accord, alors commençons par le début. La science classique, celle de Galilée, de Newton, a eu un succès absolument phénoménal avec une méthode simple, l'analyse. Pour comprendre un truc complexe, on le démonte en morceaux de plus en plus petits. Ça a marché pour l'horlogerie, la physique. On se dit que ça devrait marcher pour tout, non? Pourquoi ça coince avec le vivant? C'est la question centrale. Bertalanffy, il explique que cette méthode analytique, elle ne fonctionne que si deux conditions très strictes sont remplies. D'accord. La première, c'est que les interactions entre les parties doivent être très faibles, quasi inexistantes. Mhm. La deuxième, c'est que les relations doivent être linéaires. C'est-à-dire que si on double la cause, on double l'effet. On peut tout simplement additionner les choses. Ah oui, comme des Legos. Si j'ajoute une brique, je peux prédire exactement comment la structure va changer. Exactement. Le problème, c'est que dès qu'on entre dans le monde du vivant ou des sociétés humaines, ces deux conditions, elles volent en éclats. Un organisme vivant, c'est pas un simple tas de cellules qu'on peut étudier une par une. Le comportement de l'ensemble est radicalement différent de la somme des comportements de ses parties. C'est l'interaction qui crée quelque chose de nouveau. Il y a une anecdote géniale dans les textes à ce sujet, celle du physiologiste Saint-Georgi. Il raconte qu'il est allé à Princeton, le temple de la physique et des maths à l'époque, en espérant que les plus grands cerveaux l'aideraient à comprendre les mécanismes de la vie. Et dès qu'il leur a expliqué qu'un système vivant contenait plus de 2 électrons, ils ont lâché l'affaire. Oui, ils lui ont dit en substance « Nos ordinateurs, ils peuvent pas prédire ce que fera le troisième électron, alors n'espérez même pas qu'on modélise une cellule entière. » Et Saint-Georgi a cette phrase magnifique. Pourtant, l'électron, lui, savait exactement quoi faire. C'est incroyable, ça montre bien le décalage. Et cette anecdote, elle est parfaite. Elle illustre la différence fondamentale entre ce que Bertalanffy appelle la complexité non organisée. Et la complexité organisée. Voilà, les physiciens de l'époque, c'étaient les rois de la complexité non organisée. Ils excellaient à décrire le comportement moyen de milliards de particules qui interagissent au hasard. Comme la température dans une pièce. On n'a pas besoin de suivre chaque molécule d'air, on prend juste la moyenne statistique et ça nous donne la température. C'est tout à fait ça. Mais un seul organisme vivant, même une bactérie, c'est de la complexité organisée. Chaque partie a un rôle précis, les interactions sont cruciales, non linéaires. C'était ça, le grand défi scientifique du XXe siècle. Et c'est ce qui a poussé Bertalanffy à chercher une science qui ne se contente pas de démonter, mais qui étudie l'organisation elle-même. Une science des systèmes. D'accord, donc si l'analyse classique ne marche pas, Bertalanffy propose quoi à la place? Il parle de système, mais c'est un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour lui? Pour lui, la définition de base est très simple. Un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est la distinction qu'il fait entre deux types de systèmes. Les systèmes clos et les systèmes ouverts. Ça, c'est la clé de tout. Système clos, j'imagine une boîte hermétique, une réaction chimique dans un bocal fermé par exemple. Thermodynamique, un état de désordre maximal, d'entropie maximale. Or, un organisme vivant, c'est tout l'inverse. Il maintient un ordre et une organisation incroyables. Parce que c'est un système ouvert. Précisément, c'est un système ouvert. C'est-à-dire qu'il est en échange constant avec son environnement, il absorbe de la nourriture, de l'énergie et il rejette des déchets. Il est donc jamais en équilibre thermodynamique. Jamais. S'il l'était, il serait mort.
À la place, il atteint ce que Bertalanffy appelle un état stationnaire. Le terme allemand d'origine est assez joli. Fließgleichgewicht, un équilibre de flux. Ah oui, comme une fontaine en fait. L'eau qui la compose est tout le temps renouvelée, mais la forme de la fontaine reste la même. C'est une excellente image. C'est ça, un organisme vivant. Sa composition reste constante malgré le flux incessant de matière et d'énergie qu'il traverse. C'est l'essence même du métabolisme. Une maintenance perpétuelle dans le changement. Et ça, j'imagine que ça a des conséquences énormes sur la façon dont le système se comporte. Des conséquences radicales. Cette nature de système ouvert lui donne une propriété qui semble presque magique, l'équifinalité. L'équifinalité. C'est un concept central. Ça veut dire la capacité d'atteindre le même état final en partant de conditions de départ différentes et en empruntant des chemins différents. Donc si je comprends bien, l'équifinalité, c'est une sorte de GPS interne du vivant. Peu importe si on le fait dévier un peu de sa route initiale, il va recalculer son itinéraire pour arriver quand même à la destination prévue. C'est une très bonne analogie. Une machine simple, un mécanisme en est incapable. Si on change un rouage au début de la chaîne, le résultat à la fin sera forcément différent. Le vivant, lui, s'adapte. Les sources donnent un exemple très parlant avec des rats. On prend un groupe de rats, on freine leur croissance avec une alimentation carencée. Puis, on leur redonne une alimentation normale. Et que se passe-t-il? Ils se mettent à grandir beaucoup plus vite que la normale. Ils rattrapent leur retard et à la fin, ils atteignent exactement le même poids adulte que les rats qui ont eu une croissance continue. Ah oui, quand même. Le point final est le même si le chemin pour y arriver a été complètement différent. Ça, c'est l'équifinalité en action. Et ça explique aussi des phénomènes qui laissaient les biologistes perplexes, comme la capacité d'un embryon à se développer normalement à partir d'un ovule coupé en deux, ou même de deux ovules qui ont fusionné. C'est là qu'on voit que le modèle de la machine, de l'horloge, il ne tient plus du tout la route pour expliquer le vivant. Exactement. La finalité n'est pas inscrite dans les conditions initiales, elle est une propriété du système lui-même. Ok, là on a posé les bases. La science classique est limitée, le vivant est un système ouvert, avec cette fameuse équifinalité. Mais là où pour moi la théorie de Bertalanffy devient vraiment vertigineuse, c'est quand il commence à voir des motifs, des structures similaires dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Oui, c'est le grand saut conceptuel. On sort de la biologie, il remarque que des lois mathématiques identiques apparaissent pour décrire la croissance d'une population de bactéries, l'évolution du capital sur un compte en banque, et même le nombre de publications scientifiques dans un domaine. Attends, ça c'est fou. Donc on dit pas juste une entreprise en croissance, c'est un peu comme une colonie de bactéries. On dit que mathématiquement, c'est le même phénomène sous-jacent. La même équation, c'est exactement ça. Ce n'est pas une simple analogie vague ou une métaphore. Bertalanffy insiste sur le terme isomorphisme. C'est une correspondance formelle, structurelle, dans les principes qui gouvernent le comportement de ces systèmes. Ils sont différents dans leur substance, l'un est fait de cellules, l'autre de dollars, mais ils sont identiques dans leur forme logique. Donnons des exemples concrets tirés des textes pour que ce soit clair. Le premier, c'est la loi exponentielle, la fameuse courbe en J. On la trouve partout. La croissance du capital avec des intérêts composés, c'est une loi exponentielle. La multiplication de bactéries dans une boîte de pétri, c'est la même loi. Et si on prend la même équation, mais avec une constante négative, elle décrit parfaitement la désintégration d'un atome radioactif ou l'extinction d'une espèce. Phénomène différent, même loi. D'accord. Les phénomènes sont radicalement différents, la loi est la même. Autre exemple, la courbe logistique, ou courbe en S. Celle-ci est encore plus intéressante. Elle décrit une croissance qui est d'abord exponentielle, puis qui ralentit et finit par plafonner quand elle approche d'une limite. On la retrouve pour modéliser une réaction chimique autocatalytique où un produit accélère sa propre création. Et on retrouve exactement la même courbe pour modéliser la croissance d'une population humaine quand les ressources, la nourriture, l'espace deviennent limitées. Ok, c'est une observation mathématique fascinante, je vois bien le parallèle, mais est-ce que c'est juste une curiosité intellectuelle ou est-ce que cette idée d'isomorphisme a une application concrète? Est-ce que ça nous aide à faire quelque chose? C'est tout l'intérêt de développer une théorie générale des systèmes. L'existence de ces isomorphismes prouve qu'on peut créer des modèles et des principes qui transcendent les disciplines. Ça évite de réinventer la roue dans chaque domaine. Par exemple, les modèles mathématiques développés par un certain Volterra pour décrire la compétition entre deux espèces animales pour une même ressource, On pourrait les appliquer à autre chose. on peut les appliquer à autre chose.
On peut les utiliser pour analyser la compétition entre deux entreprises sur un marché, ou même, comme le suggère Bertalanffy, pour étudier la dynamique d'une course à l'armement entre deux nations. La structure sous-jacente du problème est la même. C'est un outil de pensée incroyablement puissant. C'est qui nous amène, logiquement, à la question de l'humain. Si cette théorie peut modéliser des sociétés, des économies, quelles sont ses implications pour notre vision de l'individu, de la psychologie? C'est un point central de son travail. C'est peut-être sa critique la plus virulente. Il s'attaque à ce qu'il appelle le modèle du robot. C'était, selon lui, le modèle dominant en psychologie à son époque, que ce soit dans le behaviorisme ou même, sous une autre forme, dans la psychanalyse. Le modèle du robot, c'est l'idée que l'organisme est fondamentalement passif. Il attend une stimulation extérieure pour réagir. C'est le fameux schéma stimulus-réponse. Exactement. Dans cette vision, tout comportement est une réaction à un stimulus. Le but de cette réaction, c'est toujours de réduire une tension, de satisfaire un besoin et de revenir à un état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. L'objectif ultime de la vie, ce serait l'adaptation, l'ajustement. L'état idéal, ce serait un repos parfait, sans aucune tension. Mais pour être juste, ce modèle stimulus-réponse, il a quand même eu un succès fou, non? Il a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'apprentissage, le conditionnement. Est-ce que Bertalanffy jette pas un peu le bébé avec l'eau du bain en le qualifiant de modèle du robot? C'est une très bonne objection. Il ne nie pas que ce modèle puisse expliquer une partie de nos comportements, les plus basiques, mais il soutient qu'il passe à côté de l'essentiel, de ce qui est spécifiquement humain. La théorie des systèmes, elle, propose une vision radicalement différente. L'organisme n'est pas un système passif, qui attend d'être stimulé. C'est un système intrinsèquement actif. La vie n'est pas à la recherche de l'équilibre, mais le maintien d'un déséquilibre constant. C'est ce qu'on disait avec l'état stationnaire. L'organisme ne cherche pas seulement à réduire les tensions, parfois, il en crée. Précisément. Et c'est cette activité spontanée qui explique une immense partie du comportement humain, que le modèle du robot est incapable d'expliquer. Pensez au jeu d'un enfant, à l'exploration d'un scientifique, à la créativité d'un artiste. Aucune de ces activités ne sert un but utilitaire immédiat, de survie ou de réduction d'une pulsion. On ne crée pas une œuvre d'art pour satisfaire sa faim ou sa soif. On le fait pour le plaisir fonctionnel que ça procure, comme dit Bertalanffy. C'est l'expression de l'activité spontanée du système. L'être humain, ce n'est pas une machine qui cherche à revenir à zéro, c'est un système actif qui tend naturellement vers des formes d'organisation de plus en plus complexes. Et il y a un dernier niveau, peut-être le plus important que le modèle du robot ignore complètement. La dimension symbolique. Absolument. L'être humain, contrairement à l'animal, ne vit pas seulement dans un monde physique. Il lit dans des univers de symboles qu'il a lui-même créés. Le langage, la culture, l'art, la science, les valeurs. Nos motivations les plus profondes vont bien au-delà des pulsions biologiques de base. La plupart de nos conflits, de nos angoisses ne se situent pas au niveau de la faim ou de la survie, mais à ce niveau symbolique. Le sens de la vie, le bien, le mal, la reconnaissance. Le modèle du robot n'a rien à dire là-dessus. Bon. Si on fait le bilan, on a parcouru un sacré chemin. On est parti d'une crise de la science classique, incapable d'expliquer la complexité du vivant. De là, on a découvert la proposition de Bertalanffy, voir le monde à travers la lorgnette des systèmes. On a distingué les systèmes ouverts des systèmes clos, ce qui nous a mené au concept clé d'équifinalité, cette capacité du vivant à atteindre ses objectifs malgré les obstacles. Ensuite, on a eu ce moment un peu vertigineux de l'isomorphisme. La découverte que les mêmes lois mathématiques gouvernent des phénomènes totalement différents, de la finance à la biologie. Et pour finir, on a vu comment cette nouvelle perspective transforme complètement notre image de l'être humain. On est passé d'un automate passif, à un robot, à un système de personnalité actif, créatif et dont la vie se joue en grande partie dans le monde des symboles. Pour conclure, Bertalanffy nous laisse avec une idée qui donne le tournis, qu'il emprunte à un linguiste, Benjamin Worf. C'est l'idée de la relativité des catégories. En gros, l'hypothèse, c'est que les catégories les plus fondamentales de notre pensée, l'espace, le temps, la cause, l'effet, ne sont pas universelles. Elles sont façonnées par notre biologie, bien sûr, mais surtout par la structure de la langue qu'on parle. C'est une idée fascinante. Il donnait l'exemple de langues amérindiennes dont la grammaire ne ferait pas la distinction nette que nous faisons entre un sujet qui agit et un objet qui subit. Pour les locuteurs de ces langues, le monde ne serait pas perçu comme une collection d'objets stables, mais comme un flux constant de processus et d'événements. Ce qui, au fond, n'est pas si éloigné de la vision systémique du monde comme un ensemble d'interactions dynamiques. Exactement. Et ça soulève une question finale.
Bertalanffy dit que le but de la science, c'est d'éliminer progressivement les biais humains, de se désanthropomorphiser. Mais on peut se demander, la théorie des systèmes elle-même, avec son insistance sur l'organisation, la totalité, les interactions, n'est-elle pas, elle aussi, une construction de notre esprit? Une perspective qui est née de notre contexte culturel du XXe siècle. Autrement dit, est-ce que cette nouvelle grille de lecture, aussi puissante soit-elle, ne risque pas, à son tour, de masquer d'autres facettes de la réalité que nous sommes encore incapables de percevoir? C'est une bonne question à laisser en suspens.